Bonjour tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer MLS 24/7 propulsé par BBN Soccer. Bien content d'être là avec vous pour ce premier balado de la saison. On le sait, le kick-off de la MLS s'en vient mercredi prochain. L'Inter de Miami aura la chance de lancer cette nouvelle saison 2024 de la MLS. Donc ce soir, on va s'arrêter sur quelques points, dont la progression des formations de la MLS dans l'Association de l'Ouest. On va se parler bien sûr de l'Inter de Miami avec plusieurs dossiers chauds présentement du côté de l'Inter. Wouben Pacius, petit Québécois de Terrebonne qui signe avec Nashville. On va s'en parler. La QV 2024 des maillots de la MLS. Quelle belle QV, c'est certain qu'il va falloir regarder ça. On va se parler de MLS 24/7. Oui, mais on va se parler également de MLS Season Pass, le produit Apple qui revoit un peu sa structure interne. Beaucoup de départs, quelques arrivées, mais surtout 2 millions d'abonnés, c'est vraiment bien. On va regarder ce que les équipes de la MLS ont fait depuis la semaine dernière du côté de la CONCACAF. On va s'arrêter sur la valeur des clubs en MLS. Le nouveau centre d'entraînement des Sounders de toute beauté. Il va falloir s'en parler. Lancement de la MLS, c'est le kick-off ce mercredi. On va s'en parler, mais dans ce premier segment, on va regarder la progression des formations dans l'Est. On va partir avec les équipes, si vous le voulez bien, qui pourraient progresser le plus dans l'association de l'Est cette saison. Et je ne parle pas de succès, je parle de progression. Donc, on sait qu'une formation comme Orlando City va aspirer peut-être au sommet dans l'association de l'Est pour la saison 2024. Mais Orlando termine la saison 2023 au 2e rang. Donc, sa marge de progression au classement, elle est mince. Ce que je veux qu'on regarde ensemble ce soir, c'est la marge de progression des clubs dans l'Est. Donc, j'ai identifié 4 formations qui pourraient progresser énormément dans la saison 2024 versus la saison 2023. Je suis obligé de partir ça avec Toronto. Toronto FC, John Herdman aura le lourd défi de former une équipe. On le sait, le problème de cette formation-là, la saison dernière, a été de ne pas être en mesure d'avoir une formation stable et de convertir le talent individuel en effort collectif pour obtenir des résultats sur la saison 2023. Donc, ça a été difficile. Le Toronto FC a été chercher le sélectionneur de la formation canadienne, John Herdman, qui devra cette année former une équipe avec le talent individuel qu'il a sous la main. Faudra le double des points pour être dans le portrait des séries du côté de Toronto. Est-ce que John Herdman peut amener 7 victoires de plus pour entrer dans le portrait des séries? Présentement, c'est un peu ce qu'on voit dans les besoins de Toronto pour cette saison. Bernardeschi, Lorenzo Insigne seront-ils présents tout au long de cette saison 2024? Bien, ça aussi, c'est une question importante qu'il faudra adresser chez le Toronto FC parce que c'est le nerf de la guerre pour cette formation-là. Donc, 22 points la saison dernière. Il faut, en débutant la saison, 13 points pour sortir du dernier rang du classement. Donc, John Herdman doit être capable de convertir 3 victoires, un match nul, juste pour quitter le dernier rang de la MLS. Il faut à peu près 22 points
pour être dans le portrait des séries. Donc, c'est 7 victoires de plus et un verdict nul pour Toronto, qui présente une fiche de seulement 4 victoires en 2023. Est-ce que l'avenue de John Herdman, sélectionneur canadien, peut amener 7 victoires de suite, pas de suite, mais 7 victoires de plus à l'opération comptable de Toronto FC? C'est la question qu'il faudra résoudre pour la saison 2024. Dossier qui n'est pas réglé également. Est-ce que les Italiens seront à Toronto pour l'ensemble de cette saison-là? Bernardeschi, Lorenzo Insigne, pour l'instant, sont avec la formation. Est-ce qu'ils vont être là tout au long de la saison? Lorenzo Insigne semble dire qu'il est à l'aise avec la nouvelle formation, avec la vision de John Herdman, mais c'est quand même un questionnement qui reste en suspens. Est-ce que Bernardeschi, qui semble vouloir quitter cette formation-là, mais qui n'a pas trouvé preneur, plusieurs équipes ont repoussé l'offre de Toronto pour mettre la main sur Bernardeschi. Donc, est-ce que ces deux joueurs-là pourront être le fer de lance de John Herdman pour connaître du succès dans cette saison 2024? Mais ils seront à surveiller, Toronto, malgré tout, puisque c'est une équipe qui peut être dans la marge de progression. Si John Herdman réussit à convertir le talent individuel en collectif, il pourrait avancer au classement. Comme je vous dis, ils sont tellement loin que ce sera difficile de revenir, mais s'ils le font, ils seront en mesure de grimper rapidement au classement. Donc, ils ont fini bon dernier dans l'association de l'Est pour la saison 2023. Et si je regarde avec 22 points, l'Inter de Miami finit avant-dernier avec 34 points. C'est donc un fossé qui semble grand pour Toronto, mais si John Herdman possède une seule force, c'est bien de créer un collectif, de rassembler ses joueurs autour d'un projet. Je pense qu'il avait atteint un plafond au niveau de son coaching, de ses stratégies, de sa façon d'animer le jeu avec la formation canadienne. Donc, c'est un départ qui, selon moi, arrive à un bon moment alors que la sélection canadienne se prépare lentement mais sûrement pour 2026. Eh bien, John Herdman a réussi à prendre l'amalgame des joueurs qu'il avait au sein de cette équipe-là pour en créer un collectif. Et c'est sa force. Et c'est ce que Toronto a besoin présentement, de se rassembler autour d'un projet sportif, d'unir le vestiaire, de continuer, de commencer à avoir des succès. Et c'est comme ça qu'ils vont progresser. Donc, pour moi, Toronto fait partie des formations qui, dans l'association de l'Est, pourraient offrir une belle remontée cette saison. Encore une fois, je ne vous parle pas de terminer au sommet, je vous parle de la plus grande progression possible dans l'association de l'Est. Une autre formation qui pourrait progresser énormément, c'est l'Inter de Miami qui a terminé donc au 14e rang pour la saison 2023. Ils pourraient eux aussi progresser énormément, mais eux, c'est la fraîcheur qui sera le plus grand défi chez l'Inter de Miami cette saison. Les jambes pourrait manquer, on ne le sait pas, mais Lionel Messi, c'est 890 matchs pro à son actif. Suarez en a 768, Alba en a 618, Busquets en a 744. Ça, si on additionne le total des matchs de ces 4 joueurs-là, on arrive avec 88 saison MLS dans les crampons pour ces 4 joueurs-là. Donc, quand je vous dis que la fraîcheur sera sans aucun doute le cheval de bataille pour l'Inter de Miami, bien, c'est ce qu'il faudra voir comment ces joueurs-là vont se comporter. Moi, ce que j'entrevois, c'est un Inter de Miami qui va jouer
de façon séquentielle. Un Inter de Miami qui va donner un sprint pour la Leagues Cup, qui va donner un sprint pour, par exemple, un tournoi comme la CONCACAF, pour les séries éliminatoires. Ils vont être bons sur une fenêtre d'environ 7-8 matchs consécutifs. Donc, le pari que doit faire, à mes yeux, l'Inter de Miami, c'est d'entrer en séries éliminatoires. De ne pas essayer de dominer la Ligue, de ne pas viser le premier rang, mais bien de s'asseoir sur une place en série pour ensuite prendre cette séquence de matchs de séries éliminatoires et aller mettre la main sur la Coupe MLS. C'est ce que doit faire l'Inter de Miami, qui, on l'a vu, a eu une pré-saison catastrophique. Beaucoup de blessures, beaucoup de voyagements, des contre-performances. Le star system entourant Lionel Messi également est un facteur qui vient jouer sur le résultat de ces matchs-là. Donc, l'Inter de Miami doit faire attention à sa fraîcheur. Le problème à long terme de l'Inter de Miami est sans aucun doute la capacité d'avoir de la profondeur. Et là, l'Inter de Miami s'est un peu fait prendre à son jeu avec l'ensemble des signatures qu'ils ont. Ce qu'on voit, c'est que l'Inter de Miami pourrait être obligé de se débarrasser de joueurs importants quand même au sein de son alignement, comme par exemple Mota, comme par exemple Yedlin, comme Taylor, comme Kripson. Et c'est des joueurs qui sont importants pour l'Inter, qui présentent une belle titularisation, mais une carence évidente au niveau de sa profondeur. Donc, est-ce que l'Inter de Miami va réussir au cours de la saison 2024 à être suffisamment frais et dispo pour jouer des séquences qui vont les amener au succès? L'Inter de Miami, ça a été difficile la saison dernière. L'arrivée de Lionel Messi n'a pas changé la donne. Il faut rappeler que Lionel Messi, Busquets et Alba sont arrivés dans le mercato estival. Ont joué donc plusieurs matchs quand même avec cette formation-là l'an passé. Ils n'ont pas pu grimper au classement de l'association de l'Est. Certains diront qu'elle visait tout simplement à remporter la Leagues Cup. Peut-être que cette équipe-là, elle est faite pour ce genre de compétition. Elle est faite justement pour naviguer, composer avec succès en formule tournoi. Et c'est ce qu'on va regarder cette saison. Mais définitivement, l'Inter de Miami possède tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer au classement cette saison. Eux qui ont terminé au 14e et avant-dernier rang de l'Association de l'Est la saison dernière. Notre formation qui pourrait progresser, on parle bien sûr du Fire de Chicago. Fire de Chicago qui est transformé en cette saison 2024. Ça sera vraiment intéressant de voir comment ils vont composer. Torres quitte. Son passage à Chicago aura été un échec, c'est clair. Shaqiri pourrait être mieux entouré cette saison. Ils ont de la marge de progression énormément. Il y a quelques doutes devant le filet. Est-ce que le duo de l'entraîneur et du directeur sportif Klopas Heitz est un duo capable de mener à bien le projet du Fire de Chicago? C'est tous des questions intéressantes qui devront être répondues si le Fire de Chicago veut progresser. Ils ont terminé au 13e rang du classement dans l'Est. Donc, contrairement à Toronto, contrairement à l'Inter de Miami, ils sont quand même proches du peloton qui se chicanait, qui se bousculait pour entrer dans le match de barrage, le match qualificatif pour les séries d'après-saison.
À 40 points, ils étaient dans le bloc Chicago, DC United, New York City et CF Montréal qui se sont battus là, jusqu'au Decision Day pour essayer de se construire une place dans le portrait des séries. Donc, construction intéressante, peut-être faible devant le filet. Grosse signature avec Hugo Cyper, avec Kellyn Acosta également. Donc ça pourrait être bien. Ça va en prendre davantage, mais ils sont meilleurs que la saison dernière. Ils sont dans la marge de progression. Assis au 13e rang, ils pourront donc progresser cette saison et connaître du succès. Sans aucun doute, ils se sont améliorés. Comme je vous dis, moi, pour le moment, je place encore un point d'interrogation devant le filet pour ce qui est de Chicago Fire. 4e et dernière formation qui pourrait progresser énormément cette saison, c'est le CF Montréal qui a fait un pas en arrière dans son projet sportif dans l'entre-saison. On sait qu'il y a eu le départ de l'entraîneur-chef Hernan Lozada. Gros mercato pour Olivier Renard. Le défi pour le CF Montréal demeure de prendre des points sur la route. Ça reste faible défensivement au niveau de la profondeur, mais pour moi, à mes yeux, le CF Montréal vient définitivement de signer l'un de ses plus gros mercatos de l'histoire. 2015-2016, bien sûr, l'arrivée de Didier Drogba avec la formation montréalaise, mais là, on sent qu'on construit sur un projet sportif, ce qui n'était pas le cas nécessairement dans l'édition 2015-2016. Donc, il faut améliorer en avant une faiblesse criante en 2023, alors que le CF Montréal n'inscrit que 36 buts pour la saison régulière. Donc, le CF Montréal doit trouver un moyen de mettre la balle au fond du filet. L'arrivée de Coccaro, l'arrivée de Yankov, l'arrivée de Martinez, la belle fin de saison de Opoku peut aider grandement à cette formation-là. Bref, je pense que la carence offensive a été réglée chez le CF Montréal. Du moins, ça regarde bien. Reste, selon moi, une faiblesse derrière. On sait que défensivement, cette équipe-là doit composer avec le départ de Kamal Miller, doit composer avec le départ de Rudy Camacho, qui était le métronome de cette défensive-là, était le chef d'orchestre de cette charnière centrale. Pour moi, à mes yeux, il n'est pas encore remplacé puisque Joel Waterman devrait prendre la place, peut-être un partage avec Gabriele Corbeau, mais c'est deux joueurs qui étaient déjà au sein de l'alignement du CF Montréal. Départ également d'Aaron Herrera, remplacé par Rowan, ce qui devrait être un plus pour le CF Montréal. Herrera n'a jamais été en mesure de prendre son aise avec la formation montréalaise, donc l'avenue de Rowan, définitivement un avantage pour cette formation-là. Par contre, Zachary Broguillard a quitté la formation. Il représentait la profondeur derrière Rowan et il n'a jamais été capable de s'imposer, Zach, à Montréal. Donc, on lui a ouvert la porte en 2022. On a signé, par contre, Alistair Johnston. Donc, devant lui, s'est retrouvé dans la profondeur. À la vente de Alistair Johnston, on aurait pu lui offrir la place. Olivier Renard a préféré aller chercher Aaron Herrera. Et au départ d'Herrera, même chose, on aurait pu offrir le poste à Zachary Broguillard, mais on a décidé de signer Rowan. Donc, il n'y a jamais eu de progression chez Zachary Broguillard au sein de la confiance démontrée par le club à son endroit.
pour prendre la titularisation de cette formation-là. Quoi qu'il en soit, Zach a quitté et on se retrouve sans joueur qui a été signé pour prendre la profondeur ou la doublure de Rohan sur le couloir droit. Donc présentement, les options qui s'offrent à Laurent Courtois sont Grayson Doddy, qui est un jeune issu du Super Draft, joueur de premier tour, sorti 10e sur l'ensemble du Super Draft de la MLS. Un excellent choix, excellente signature, un joueur impliqué qui va tout donner pour la cause, mais qui se retrouve quand même là, un joueur en développement. Sinon, les options sont à l'interne. Lassi Lapalainen pourrait faire le travail. Par contre, on le sort de sa chaise. Même chose pour Mathieu Choignard, qui a clairement démontré lors de la dernière disponibilité média offerte qu'il avait mentionné à son entraîneur-chef qu'il était un joueur de milieu de terrain. Donc, est-ce qu'on pourrait le voir évoluer à cette position-là au besoin? C'est quelque chose qui n'est pas impossible à ce moment-ci, mais qui n'est pas nécessairement souhaitable. Donc, ça fait en gros le tour des 4 formations qui, selon moi, pourraient progresser au sein de l'association de l'Est. On poursuit à l'instant avec les formations qui pourraient s'améliorer dans l'association de l'Ouest.